La fille infirmière qui était revenue de l'étranger à la recherche de ses parents et ce qu'elle a découvert l'a bouleversée. Lucia descendit de l'avion après 5 ans, ayant travaillé comme infirmière au Canada, avec 2 valises pleines de cadeaux et le cœur débordant d'émotion à l'idée de pouvoir enfin embrasser ses parents. Mais lorsqu'elle arriva à la maison familiale, son frère Andrés lui ouvrit la porte avec une expression froide et lui annonça une nouvelle qui lui glaça le sang. Maman et papa sont partis vivre chez des oncles au nord. Il vaut mieux que tu ne les cherches pas. Pourtant, quelque chose dans cette histoire ne collait pas. Alors, désespérée de les retrouver, Lucia parcourut chaque recoin de la ville jusqu'à ce qu'elle les voie dans une ruelle derrière la gare routière. Ses parents, tous deux âgés de plus de 70 ans, les mains tremblantes fouillant dans des sacs poubelles, cherchant désespérément quelque chose à manger sous la pluie froide de l'après-midi. Bienvenue à Histoire d'émotion. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de nous laisser un commentaire en nous disant de quel pays vous nous suivez. Nous adorions savoir d'où vous nous regardez. Que vous nous suiviez depuis le Mexique, l'Espagne, l'Argentine, la Colombie ou les États-Unis, écrivez-le dans les commentaires et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler de la valeur de la famille. La lumière du coucher du soleil filtrait à travers les nuages gris alors que l'avion touchait le sol à l'aéroport international. Lucia pressa son visage contre le hublot, observant comment les lumières de la ville qu'il avait vu naître scintillaient au loin. 5 ans. 5 longues années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait embarqué pour Toronto, le cœur brisé mais rempli de détermination. 5 ans à travailler des doubles shifts dans des hôpitaux, à soigner des patients, nettoyer des blessures, tenir la main de personnes solitaires dans leurs derniers instants, tout en économisant chaque centime pour l'envoyer à la maison, afin que ses parents, dont Roberto et Doña Carmen, puissent vivre dignement leur vieillesse. Alors qu'elle attendait dans la file de l'immigration, Lucia ne pouvait s'empêcher de sourire. Dans sa valise à main, elle portait un écrin en velours bleu avec un collier de perles pour sa mère. Quelque chose que Doña Carmen admirait depuis des années dans les magazines, mais qu'elle n'avait jamais pu s'offrir. Pour son père, elle avait acheté une vieille montre de poche, de celle qu'il réparait lorsqu'il était jeune et travaillait à l'horlogerie du centre. Des cadeaux modestes pour certains, mais pour Lucia, ils représentaient des années de sacrifices, de nuits blanches, de repas sautés pour pouvoir économiser encore un peu plus. L'agent d'immigration scella son passeport d'un coup sec. « Bienvenue à la maison », lui dit-il avec un sourire routinier. Lucia acquiesça, sentant les larmes se former dans ses yeux. « Maison », ce mot qui avait résonné dans son esprit pendant 5 ans d'hiver canadien, 5 ans à parler une langue qui n'était pas la sienne, 5 ans à revêter l'odeur des tortillas fraîches de sa mère et les histoires interminables de son père sur sa jeunesse. Elle récupéra ses valises et quitta l'aéroport. L'air chaud et humide de la ville la frappa comme une étreinte. Tout lui semblait à la fois familier et étranger. Les marchands ambulants criaient leurs offres. L'odeur de la nourriture de rue emplissait l'air. Le bruit de la circulation créait une symphonie chaotique qui était de la musique à ses oreilles. Après des années de silence ordonné canadien, elle prit un taxi et donna l'adresse de la maison familiale, cette maison à 2 étages dans le quartier de San Miguel, où elle avait grandi, appris à marcher, où sa mère lui avait appris à cuisiner et son père lui racontait des histoires de fantômes qui la tenaient éveillée la nuit. Pendant tout le trajet, Lucia ne cessait de regarder par la fenêtre, reconnaissant rue, coin, le parc où elle jouait enfant, l'église où elle avait fait sa première communion, la boulangerie où son père achetait du pain sucré le dimanche. Le chauffeur la regardait dans le rétroviseur avec curiosité. « Vous venez en visite, mademoiselle ?» demanda-t-il gentiment. « Je rentre à la maison », répondit Lucia avec un sourire qui illuminait son visage. « Cela faisait 5 ans que j'étais parti. Je n'ai pas vu mes parents pendant tout ce temps, seulement des appels vidéo et des photos, mais ce n'est pas la même chose. »« Ah, c'est beau, » dit le chauffeur avec une joie sincère. « Vos parents doivent être très émus. Ils préparent sûrement un grand dîner pour vous accueillir. » Lucia acquiesça, imaginant la scène. Sa mère serait probablement en cuisine depuis tôt, préparant tous ses plats préférés. Le mole qui prenait des heures à cuisiner, le riz rouge avec ce goût spécial qu'elle seule savait donner, les haricots frits au fromage, les empanadas à la citrouille. Son père vérifierait la maison encore et encore, s'assurant que tout soit parfait, nettoyant les fenêtres même si elles étaient déjà propres, réparant de petites choses inutiles, nerveux et excité comme un enfant attendant son anniversaire. Mais ce que Lucia ignorait, ce qu'elle ne pouvait même pas imaginer alors que le taxi avançait dans les rues familières, c'était que la réalité qu'elle allait affronter serait complètement différente de l'image parfaite qu'elle avait construite dans son esprit pendant 5 ans d'absence. Le taxi s'arrêta devant une maison que Lucia reconnut et ne reconnut pas en même temps. C'était la bonne adresse, oui, mais quelque chose avait changé. Le jardin que son père entretenait avec tant de soin était abandonné, rempli de mauvaises herbes. La clôture en bois blanc qu'il repeignait chaque année était écaillée et grise. Les fenêtres,
que sa mère gardait toujours impeccable, étaient sales, certaines avec les rideaux inégalement tirés. L'arbre de mangue qu'ils avaient planté à sa naissance était toujours là, mais ses branches pendaient lourdes et non taillées. Lucia paya le chauffeur avec un généreux pourboire et descendit avec ses valises. Elle resta un long moment devant la maison, sentant une étrange sensation s'installer dans son estomac. Quelque chose n'allait pas. Elle pouvait le sentir dans ses os, cette intuition développée comme infirmière, cette capacité à percevoir lorsque quelque chose n'allait pas, même avant de voir les symptômes évidents. Elle monta les marches du porche, remarquant que certaines étaient fissurées et branlantes. La porte principale avait de nouvelles égratignures, comme si quelqu'un avait essayé de la forcer. La sonnette, qui s'allumait en bleu lorsqu'on la pressait, était cassée. Lucia frappa à la porte d'abord doucement, puis plus fort. Plusieurs minutes passèrent, elle frappa de nouveau, appelant « Maman, papa, c'est moi, Lucia. Je suis revenue. » Enfin, elle entendit des pas lents approcher. La porte s'ouvrit juste un peu, retenue par une chaîne de sécurité qui n'était pas là avant. À travers l'étroite ouverture, Lucia vit le visage de son frère Andrés. Mais ce n'était pas l'Andrés qu'elle se souvenait, ce jeune homme joyeux et blagueur qui l'avait toujours protégé. Cet Andrés avait de profondes cernes, les cheveux en bataille, une barbe de plusieurs jours non rasée. Ses yeux, autrefois brillants et pleins de vie, paraissaient maintenant éteints et fuyants. « Andrés, » dit Lucia, la voix remplie de confusion et de joie mêlée. « Frère, c'est moi. Ouvre la porte. » Andrés ne bougea pas. Il resta là, la regardant à travers la fente, comme si elle était une étrangère indésirable. Lucia dit enfin, la voix plate, sans émotion. « Je ne savais pas que tu venais. Je vous ai envoyé un message il y a une semaine. » Lucia sentit la joie commencer à se vider de son corps, remplacée par une anxiété croissante. « Je vous ai dit la date et l'heure de mon arrivée. Vous ne l'avez pas reçue? »« Ah, c'est tout, » dit Andrés, sans offrir d'autres explications. « Tu vas me laisser entrer ou on va parler à travers cette fente ?» demanda Lucia, essayant de garder un ton léger, bien que son cœur commence à battre plus vite. Andrés hésita. Pendant un moment, Lucia pensa qu'il allait lui fermer la porte au nez, mais finalement, avec des mouvements lents et réticents, il retira la chaîne et ouvrit la porte juste assez pour qu'elle puisse entrer. Lucia entra en traînant ses valises. L'intérieur de la maison la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Tout avait changé. Les meubles dont elle se souvenait, ce que ses parents avaient acheté avec tant d'efforts au fil des ans, avaient disparu. Le canapé fleuri où sa mère s'asseyait pour tricoter en regardant ses feuilletons n'était plus là. À sa place, un canapé en cuir noir, moderne mais froid, qui semblait déplacé dans la maison familiale. Les murs autrefois couverts de photos de famille, des décennies de souvenirs souriants, étaient nus, peints en gris foncé, donnant à l'ensemble l'impression d'une caverne. La cheminée, où son père exposait fièrement ses trophées d'échecs du club des retraités, était vide, sauf pour une télévision à écran plat que Lucia savait que ses parents n'auraient jamais achetée. Eux qui savaient à peine utiliser la télécommande de l'ancienne télévision. Le parquet que son père polissait chaque mois jusqu'à ce qu'il brille était couvert de tapis bon marché. L'air sentait différemment, la bière rance est quelque chose que Lucien ne pouvait identifier, mais qui lui retournait l'estomac. « Que s'est-il passé ici ?» demanda Lucia, tournant lentement sur elle-même, essayant de trouver quelque chose, n'importe quoi qui lui rappellerait la maison qu'elle avait laissée. « Où est tout? Où sont les affaires de maman et papa ?» Andrés ferma la porte et s'y adossa, croisant les bras sur sa poitrine. Il portait un t-shirt taché et un pantalon de pyjama, bien qu'il fût déjà l'après-midi. Ses pieds étaient nus et sales. « Les choses changent », dit Lucia d'un ton qui voulait paraître décontracté, mais qui sonnait défensif. « Nous avions besoin de mettre à jour l'endroit. »« Mettre à jour ?» répéta Lucia, sa voix montant. « Andrés, c'était la maison de nos parents. Chaque meuble, chaque photo avait une histoire, un sens. Où est tout ? » « On a vendu, » dit Andrés brusquement. « Nous avions besoin d'argent. » Lucia eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Ils ont vendu les affaires de nos parents sans les consulter. »« Sans me consulter. Je n'avais pas à te consulter, » répliqua Andrés, la voix durcie. « Tu vivais ta vie de rêve au Canada, gagnant en dollars pendant que je restais ici à tout gérer. Je travaillais pour leur envoyer de l'argent, » cria Lucia, les larmes commençant à couler pour que maman et papa puissent vivre confortablement, pour qu'il ne leur manque rien. Où sont-ils? Où sont nos parents? Andrés? C'est alors qu'une femme apparut depuis la cuisine. Elle était jeune, probablement de l'âge d'Andrés, avec les cheveux teints en blond platine et de longs ongles vernis en rouge vif. Elle portait une robe moulante et trop de maquillage pour être à la maison un mardi après-midi. Elle mâchait bruyamment du chewing-gum en regardant Lucia avec un mélange de curiosité et de mépris.
Alors c'est la sœur célèbre, dit la femme d'une voix nasale. L'infirmière internationale. Andrés ne cesse de parler de toi. Lucia regarda son frère, les yeux grands ouverts. Qui est-elle? Je suis Vanessa, répondit la femme avant qu'Andrés ne puisse parler, s'avançant avec assurance et tendant une main aux ongles parfaitement manucurés. La petite amie d'Andrés. Je vis ici maintenant. Lucia ignora la main tendue. Tu vis ici? Sa voix était à peine un murmure. Dans la maison de nos parents. Techniquement, c'est ma maison maintenant, dit Vanessa avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Andrés et moi avons emménagé ici il y a environ 6 mois. C'est beaucoup plus spacieux que mon appartement précédent. 6 mois. Lucia avait l'impression d'être dans un cauchemar. Andrés, que se passe-t-il? Où sont maman et papa? Son frère ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Il fixait le sol, les murs, n'importe où, sauf le visage de sa sœur. Ils sont partis, dit-il enfin, la voix à peine audible. Que veux-tu dire par ils sont partis? Où? Au nord, chez les oncles, avec l'oncle Fernando et la tante Estla. Ils ont dit qu'ils voulaient être à la campagne, loin de la ville. Tu sais comment est papa. Il parle toujours de combien il regrettait le village où il a grandi. Lucia connaissait son père mieux que quiconque. Don Roberto avait passé 50 ans dans cette ville. Il avait construit une vie ici, une communauté. Tous ses amis du club d'échecs, du groupe de l'église, du marché où il achetait son journal chaque matin étaient ici. L'idée qu'il ait simplement décidé de partir à la campagne en laissant tout derrière lui n'avait aucun sens. « Je ne te crois pas, » dit Lucia fermement. « Papa ne ferait jamais ça et maman encore moins. Elle a son groupe de couture, ses amis de toute sa vie. Pourquoi partirait-il ainsi sans rien me dire? » Parce qu'il ne voulait pas t'inquiéter, intervint Vanessa d'une voix qui se voulait compréhensive, mais qui sonnait artificielle. Andrés m'a raconté que tes parents ont toujours été ainsi, très fiers. Ils ne voulaient pas que tu quittes ton travail important pour venir prendre soin d'eux. Ils ont préféré aller chez de la famille qui pouvait s'occuper davantage d'eux. Tais-toi, lança Lucia avec une férocité qui fit reculer Vanessa d'un pas. Tu ne connais pas mes parents, tu ne sais rien d'eux. Elle se tourna vers son frère, s'approchant jusqu'à se trouver à quelques centimètres de son visage. Andrés, regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Où sont nos parents? Andrés la regarda enfin et ce que Lucia vit dans ses yeux la terrifia. Ce n'était pas seulement de l'évitement ou de la culpabilité, c'était quelque chose de plus profond, de plus sombre. C'était la peur mêlée à la honte, une combinaison qui lui noua l'estomac. « Je te l'ai déjà dit », murmura Andrés, la voix brisée. « Ils sont partis au nord. Il vaut mieux que tu les laisses tranquilles, Lucia. C'est ce qu'ils voulaient. »« Donne-moi le numéro de l'oncle Fernando, » exigea Lucia. « Je vais les appeler tout de suite. »« Je n'ai pas son numéro, » dit Andrés trop vite. « Il a changé de téléphone il y a quelques mois. »« Mensonge » cria Lucia. « Tu mens. Je le vois sur ton visage, Andrés. Tu as toujours été un mauvais menteur. »« Que as-tu fait? Que as-tu fait à nos parents? »« Je n'ai rien fait, » hurla Andrés en retour, la voix pleine de fureur défensive. « Ils ont décidé de partir. Moi seul, j'avais besoin d'espace. Nous avions besoin d'espace. Vanessa et moi voulions commencer une vie ensemble et ils étaient ici, toujours ici à se mêler de tout, à critiquer tout ce que nous faisions. C'est leur maison, rugit Lucia, sentant la colère remplacer le choc. Ils t'ont élevé ici, t'ont tout donné et voilà comment tu leur rends en les chassant de leur propre maison. Écoute, Lucia, intervint Vanessa, sont-on maintenant agacés? Je ne sais pas quelle image parfaite il te fait de cette famille, mais la réalité est différente. Tes parents sont vieux. Ils avaient besoin de plus de soins que ce qu'Andrés pouvait leur donner pendant qu'ils travaillaient. Il valait mieux pour tous qu'ils aillent chez de la famille qui avait plus de temps. Pour tous ou pour vous? Cracha Lucia. Pour que vous puissiez avoir cette maison pour vous seul. Pour que vous puissiez vendre les affaires de mes parents et garder l'argent. Je leur envoyais de l'argent tous les mois, cria Lucia, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. 5 cents chaque mois pendant 5 ans. Où est cet argent? Andrés? Qu'en as-tu fait? Un lourd silence tomba sur la pièce. Andrés et Vanessa échangèrent un regard et à ce moment, Lucia sut. Elle sut avec une certitude absolue qui la rendit physiquement malade. Nous l'avons utilisé pour améliorer la maison, dit Vanessa enfin, la voix maintenant défensive. Pour payer les dettes, pour vivre. La vie est chère, Lucia. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout cet argent reste simplement de côté. Cet argent était pour mes parents, dit Lucia d'une voix tremblante, chaque mot pesant comme du plomb, chaque centime que j'ai gagné en nettoyant du vomi,
en changeant des couches, en travaillant des doubles shifts de nuit. C'était pour m'assurer qu'il puisse vivre dignement. Et vous? Elle ne put finir sa phrase, se couvrant la bouche de la main, sentant des nausées. Lucia, tu dois comprendre, commença Andrés, mais elle leva la main pour l'arrêter. Non, dit-elle d'une voix où se mêlait un calme dangereux. Je ne veux pas entendre tes excuses. Je veux l'adresse exacte de nos parents. Je ne l'ai pas maintenant, insista Andrés. Je te jure, Lucia, ils ont juste dit qu'ils partaient au nord chez les oncles. Ils ne m'ont pas laissé d'adresse précise. Alors je vais appeler tous les contacts que j'ai jusqu'à les retrouver, dit Lucia en sortant son téléphone portable. Et quand je les trouverai, quand j'entendrai leur version de cette histoire, tu regretteras de ne pas m'avoir dit la vérité. Fais ce que tu veux, dit Vanessa avec mépris, prenant Andrés par le bras. Mais ne viens pas ensuite nous faire sentir coupables. Nous avons fait de notre mieux avec une situation difficile. Lucia les regarda tous les deux avec un tel mépris que Vanessa recula. « Sortez de ma vue, dit-elle d'une voix basse et contrôlée, avant que je fasse quelque chose que je pourrais regretter. Andrés et Vanessa se retirèrent dans une des chambres, fermant la porte derrière eux. Lucia resta seule dans le salon qu'elle ne reconnaissait plus, entourée des valises qu'elle avait apportées, pleine d'amour et de cadeaux, sentant son monde parfait s'effondrer autour d'elle. Tremblante, Lucia composa le numéro de l'oncle Fernando. Le téléphone sonna et sonna jusqu'à ce que la messagerie réponde. Elle réessaie. Même résultat. Elle appela la tante Estla. Le numéro qu'elle composait était hors service. Elle tenta avec d'autres oncles, cousins, amis de la famille. Personne ne répondait ou les numéros étaient désactivés. Enfin, elle appela Doña Beatriz, la voisine de toujours de ses parents, une dame âgée qui avait été comme une grand-mère pour elle quand elle était enfant. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'une voix chaleureuse et familière ne réponde. « Bonjour, Doña Beatriz, c'est Lucia, la fille de Don Roberto et Doña Carmen. »« Lucia, ma petite. » La voix de Doña Beatriz remplit d'émotion et de surprise. « Comment vas-tu? Tu es déjà rentrée du Canada? »« Oui, Doña Beatriz, je viens d'arriver aujourd'hui. Je suis à la maison et j'ai besoin de vous parler. Pouvez-vous nous voir? » Il y eut une pause. Quand Doña Beatriz parla à nouveau, sa voix avait changé, chargée de quelque chose que Lucien ne pouvait identifier immédiatement. « Oui, ma petite, viens chez moi, il y a des choses que tu dois savoir. » Lucia prit seulement son sac à main, laissant les valises où elles étaient. Elle ne prit même pas la peine de dire à Andrés qu'elle partait. Elle sortit de la maison en claquant la porte derrière elle avec plus de force que nécessaire et parcourut les 3 maisons qui la séparaient de celle de Doña Beatriz. Doña Beatriz l'attendait à la porte. C'était une petite femme de plus de 70 ans, les cheveux entièrement blancs relevés en un chignon soigné. Ses yeux, bien que cernés de rides, étaient brillants et vifs. Lorsqu'elle vit Lucia, elle ouvrit les bras et la jeune infirmière s'effondra contre eux, pleurant comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. « Voilà, voilà ma petite !» murmura Doña Beatriz, caressant ses cheveux comme elle le faisait lorsque Lucia était enfant et tombait de son vélo. « Viens, entre, nous avons beaucoup à nous dire. » La maison de Doña Beatriz était exactement comme Lucia s'en souvenait, petite, mais impeccablement propre, remplie de plantes en pot, avec des photos de famille couvrant toutes les surfaces disponibles. Elle sentait la cannelle et le café fraîchement préparés. C'était si différent de la maison qu'elle venait de quitter que Lucia sentit qu'elle pouvait enfin respirer. Elle s'assirent dans la cuisine où Doña Beatriz lui servit une tasse de thé chaud à la camomille. Pour calmer les nerfs, expliqua la vieille dame avec un sourire triste. Lucia prit la tasse à 2 mains, appréciant la chaleur qu'elle dégageait, et regarda Doña Beatriz droit dans les yeux. « S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Où sont mes parents? Et ne me dites pas qu'ils sont partis au nord, parce que je sais que c'est un mensonge. » Doña Beatriz soupira profondément, ses épaules s'affaissant sous le poids de ce qu'elle s'apprêtait à révéler. « Tu as raison, ma petite, c'est un mensonge. Tes parents ne sont pas partis au nord. En fait, ils ne sont partis nulle part. Enfin, pas volontairement. » Le cœur de Lucia se mit à battre si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. « Que voulez-vous dire? » « Il y a environ 8 mois, commença Doña Beatriz lentement, choisissant chaque mot avec soin. Ton frère Andrés a rencontré cette femme, Vanessa. Au début, ça semblait juste une relation comme les autres. Tu sais comment sont les jeunes. Mais elle n'est pas une bonne personne. Lucia, dès le premier jour où je l'ai vue, je l'ai su. Elle avait des yeux de serpent. Cette femme, toujours en train de regarder les affaires de ta maison, calculant. Lucia serra la tasse si fort que ses jointures blanchirent. Andrés a changé quand il a rencontré Vanessa, continua Doña Beatriz.
Il a arrêté de rendre visite à ses amis, a quitté son travail à la quincaillerie qu'il avait depuis des années. Vanessa lui a mis des idées dans la tête. Elle lui disait qu'il méritait mieux, qu'il pouvait avoir plus s'il se débarrassait de certaines charges. « Mes parents » murmura Lucia. « Tes parents » confirma Doña Béatrice avec tristesse. Au début, c'était subtil. Andrés commença à se plaindre de combien il coûtait de maintenir la maison, de combien tes parents mangeaient, des dépenses pour les médicaments de ton père pour son diabète. Vanessa se plaignait du bruit que faisait ta mère en cuisinant tôt, de l'odeur des médicaments de ton père. Ils ont commencé à les traiter de pire en pire. « Pourquoi ne m'ont-ils rien dit ?» demanda Lucia d'une voix brisée. « Pourquoi mes parents ne m'ont-ils pas appelé ?»« Ils ont essayé, ma petite. Ta mère est venue plusieurs fois chez moi en pleurant. Elle me disait qu'elle voulait t'appeler, mais qu'Andrés lui avait retiré son téléphone en lui disant qu'elle devait économiser sur le compte. Il lui a acheté l'un de ces téléphones basiques qui sert seulement pour les appels d'urgence, mais Andrés contrôlait même ça. » Les larmes de Lucia coulaient maintenant sans contrôle. « Continuez, s'il vous plaît. J'ai besoin de tout savoir. Il y a quelques mois, Andrés a dit à tes parents que Vanessa allait emménager dans la maison. Tes parents n'étaient pas contents, bien sûr, mais c'est leur fils et la maison est techniquement au nom d'Andrés depuis que ton père l'a transféré il y a des années pour éviter des problèmes légaux futurs. Je me souviens. » Lucia hocha la tête. Son père avait fait ça quand elle avait 20 ans. Une décision qui semblait pratique à l'époque et qui maintenant apparaissait comme une terrible erreur. Quand Vanessa a emménagé, les choses ont rapidement empiré. Elle et Andrés ont commencé à vendre les affaires de la maison. D'abord les vieux meubles, disant qu'ils avaient besoin d'espace. Puis les photographies, les souvenirs, tout. Ta mère pleurait chaque fois qu'elle voyait disparaître quelque chose de plus. « Mon Dieu !» murmura Lucia. « Ils ont commencé à restreindre les pièces que tes parents pouvaient utiliser. Ils leur ont dit que le salon était uniquement pour eux, que la cuisine ne pouvait être utilisée qu'à certains horaires. Ils ont mis un cadenas sur le nouveau réfrigérateur qu'ils avaient acheté, disant que tes parents mangeaient trop. » Quoi ? Lucia sentit qu'elle allait vomir. Ton père a essayé de se défendre, de rappeler à Andrés que c'était sa maison, qu'il l'avait élevé. Mais Andrés, ou plutôt Vanessa, lui a dit que s'il n'aimait pas ça, il pouvait partir, qu'ils étaient déjà âgés et une charge. « Non !» gémissait Lucia. « Non, non, non !» Une nuit, il y a environ 4 mois, il y a eu une terrible dispute. Je les ai entendus depuis ma maison. Vanessa criait qu'elle en avait marre de vivre avec 2 vieux puants. Andrés ne l'a pas défendu. Lucia, ton frère, ce garçon doux que j'ai vu grandir, n'a pas défendu ses propres parents. Doña Béatrice fit une pause, prit une gorgée de son propre thé et continua d'une voix plus douce. Le lendemain matin, j'ai vu tes parents sortir de la maison avec 2 petites valises. Ta mère pleurait. Ton père essayait de rester fort, mais je voyais ses mains trembler. Je me suis approché d'eux et j'ai demandé ce qui se passait. « Qu'ont-ils dit ?» demanda Lucia, bien qu'une partie d'elle ne voulait pas connaître la réponse. « Ton père m'a dit qu'ils avaient décidé de partir un temps pour laisser de l'espace à Andrés et sa petite amie. Il m'a donné un numéro de téléphone. Il m'a demandé que si tu appelais à leur recherche, je te dise qu'ils allaient bien. » Doña Béatrice prit les mains de la jeune fille entre les siennes, froide et tremblante. Je savais que quelque chose n'allait pas, très mal. « Pourquoi ne m'a-t-elle pas appelé ?» demanda Lucia, non pas avec colère, mais avec désespoir. « J'ai essayé, ma petite. J'ai appelé le numéro que j'avais, mais ça tombait toujours directement sur la messagerie vocale. J'ai envoyé des messages qui n'ont jamais été répondus. J'ai pensé qu'Andrés m'avait peut-être donné le mauvais numéro ou que tu avais changé de numéro. Mon numéro est le même qu'avant, dit Lucia d'une voix vide. Andrés a dû bloquer ton numéro après le départ de tes parents. J'ai essayé de les suivre, de demander dans le quartier, mais personne ne savait rien. Je suis allé à l'église où ta mère allait toujours pour son groupe de prière. Les dames m'ont dit que Doña Carmen avait cessé de venir il y a des mois, avant même de quitter la maison. Et la maison ? Je les ai vus, Andrés et Vanessa, répondit Doña Béatrice avec dégoût, vivant comme des rois dans cette maison, achetant de nouvelles télévisions, des meubles chers. J'ai vu Vanessa exhiber de nouveaux bijoux, tout payé avec l'argent que tu envoyais pour tes parents. J'en suis sûr. Lucia se leva brusquement, manquant de renverser sa tasse de thé. Je dois les trouver. Je dois retrouver mes parents. Il y a quelque chose d'autre que tu dois savoir, dit Doña Béatrice rapidement, se levant également. Il y a environ 2 semaines, j'ai vu ta mère. Le cœur de Lucia s'arrêta. Quoi ? Où ? Par hasard. J'étais au centre pour faire des courses au marché.
Il commençait à faire sombre et j'ai décidé de prendre un raccourci par l'allée derrière la station de bus, celle où les restaurants jettent leurs déchets. Lucia avait à peine la force de respirer. J'ai vu un couple âgé fouiller dans les conteneurs de déchets. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Malheureusement, beaucoup de gens sont dans cette situation dans cette ville. Mais quelque chose m'a fait regarder de plus près la manière dont la femme bougeait, sa posture. Doña Béatrice s'essuya les larmes qui commençaient à tomber. C'était ta mère, Lucia. C'était Doña Carmen. Non, gémit Lucia, comme si un poignard lui traversait le cœur. Ce n'est pas possible. Je me suis approché en courant. Je l'ai appelée par son nom. Quand elle s'est retournée et m'a vu, la honte dans ses yeux, Doña Béatrice dut s'arrêter, submergée par l'émotion. Elle a presque couru pour se cacher de moi. Que lui a-t-il dit? Que lui est-il arrivé? Je l'ai arrêtée, je l'ai prise dans mes bras. Elle pleurait. Elle m'a dit qu'elle ne voulait que personne ne les voie ainsi, qu'elle avait tellement honte. Ton père était avec elle, fouillant dans les poubelles. Ils avaient l'air... Doña Béatrice ferma les yeux comme si l'image était trop douloureuse pour être supportée. Ils avaient l'air de squelettes. Lucia, mince, sale, avait des vêtements trop grands. Ton père, cet homme si fier que j'ai connu, ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Lucia s'effondra sur le sol de la cuisine de Doña Béatrice, pleurant si fort que tout son corps tremblait. La vieille dame s'agenouilla à côté d'elle du mieux qu'elle put, l'enveloppant de ses bras, pleurant aussi. Je leur ai donné tout l'argent que j'avais sur moi, continua Doña Béatrice entre les larmes, environ 200 pesos. Je les ai suppliés de venir chez moi, de rester avec moi, mais ta mère a dit non, qu'elle ne pouvait pas être un fardeau pour quelqu'un d'autre, qu'ils avaient déjà causé assez de problèmes. Ils n'ont jamais été un fardeau, sanglota Lucia. Jamais. Ils m'ont tout donné, tout ce que je suis. Je les aime plus que tout au monde. Je sais, ma petite, je sais. J'ai dit à ta mère que je t'appellerais. Que toi, tu devais savoir où ils étaient. Mais elle m'a attrapé par les mains si fort et m'a supplié de ne pas le faire. Elle m'a dit que tu construisais une vie là-bas au Canada, que tu avais des opportunités, et qu'ils ne voulaient pas te gâcher ça avec leurs problèmes. Leurs problèmes sont mes problèmes, cria Lucia. Ce sont mes parents. Leur douleur est ma douleur. J'ai essayé de les suivre quand ils sont partis, mais ils ont disparu dans les rues. Depuis, je suis retourné dans cette allée plusieurs fois, à différents moments, espérant les revoir, mais je ne les ai pas trouvés. Lucia s'essuya les larmes du revers de la main, une détermination féroce s'emparant d'elle. Je vais les trouver. Je vais parcourir chaque rue, chaque ruelle de cette ville jusqu'à les retrouver. Je t'aiderai, dit Doña Béatrice. J'appellerai immédiatement les autres dames du quartier. Nous organiserons une recherche. Non, dit Lucia en se levant. Merci, Doña Béatrice, mais c'est quelque chose que je dois faire moi-même. Je dois les voir, je dois les embrasser, je dois leur demander pardon de ne pas avoir été là. Tu n'as rien à te reprocher, ma petite. Si, j'en ai, répondit Lucia d'une voix ferme. Je suis parti. Je les ai laissés ici avec Andrés, en faisant confiance qu'il prendrait soin d'eux. J'aurais dû venir les voir plus souvent. J'aurais dû insister pour leur parler plus fréquemment. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Tu ne peux pas te blâmer pour les actions de ton frère. Peut-être pas, mais je peux me blâmer de ne pas avoir été attentive, de ne pas avoir écouté mon instinct quand les appels vidéo se faisaient moins fréquents, quand le message devenait plus court et vague. Lucia prit son sac. Merci de m'avoir dit la vérité, Doña Béatrice. S'il vous plaît, si vous les voyez à nouveau, appelez-moi immédiatement. Elle écrivit son numéro sur un morceau de papier. Je le ferai, ma petite, et Lucia, fais attention. La ville peut être dangereuse la nuit. Mes parents sont là dehors, souffrant de faim et de froid. Le danger est le dernier de mes soucis maintenant. Lucia sortit de la maison de Doña Béatrice avec un seul objectif en tête, retrouver ses parents. Il était déjà tard dans l'après-midi. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rouge, mais elle n'allait pas attendre, elle ne perdrait plus une minute. Elle commença à marcher vers le centre-ville. Ses pieds la menèrent automatiquement vers la station de bus, vers l'allée que Doña Béatrice avait mentionnée. Son cœur battait avec un mélange d'espoir et de peur. Et si elle les trouvait? Et si elle ne les trouvait pas? Elle ne savait pas ce qui serait pire. L'allée était exactement là où Doña Béatrice l'avait dit. Étroit et sombre, même avec la lumière du jour encore présente. De chaque côté, de grands conteneurs à ordures, comme ceux utilisés par les restaurants et commerces. L'odeur était écrasante, un mélange de nourriture pourrie, de déchets et d'humidité.
Le sol était mouillé et glissant, couvert de liquide que Lucia préférait ne pas identifier. Lucia commença à avancer lentement dans l'allée, regardant derrière chaque conteneur, inspectant chaque recoin sombre. « Papa, c'est moi, Lucia. Je suis de retour à la maison. » appelait-elle doucement. Pas de réponse, seulement le bruit lointain de la circulation et le goutte-à-goutte constant d'une canalisation percée. Lucia passa l'heure suivante à chercher dans cette ruelle et d'autres similaires autour de la station. Elle trouva plusieurs sans-abri, certains dormant dans des cartons, d'autres assis, le regard perdu. Elle demandait à chacun s'ils avaient vu un couple âgé, décrivant ses parents avec le plus de détails possible. Certains l'ignoraient, d'autres demandaient de l'argent. Quelques-uns essayaient vraiment d'aider, mais aucun ne se souvenait avoir vu quelqu'un correspondant à la description. Quand la nuit tomba complètement, Lucia élargit sa recherche, se rendant au marché municipal, ce lieu animé où sa mère achetait ses légumes frais chaque semaine. Les vendeurs fermaient leurs étals, rangeant leurs marchandises. Lucia s'approcha de plusieurs d'entre eux, posant des questions, décrivant, suppliant des informations. « Madame, avez-vous vu ce couple ?» demandait-elle encore et encore, montrant une vieille photo conservée dans son portefeuille, des temps plus heureux, quand ses parents souriaient devant l'objectif à Noël. La plupart secouaient la tête. Certains la regardaient avec compassion, d'autres avec indifférence. Jusqu'à ce qu'une vendeuse de fruits, une femme d'âge moyen avec un tablier taché, l'arrête. « Attendez, attendez !» dit-elle en regardant la photo de plus près. « Je crois que j'ai vu cette dame. Elle vient parfois quand je ferme. Elle me demande si j'ai des fruits ou légumes que je ne vais pas vendre. Parfois, je leur donne des choses un peu abîmées, mais qui servent encore. » Le cœur de Lucia fit un bond. « Quand les avez-vous vus pour la dernière fois ?»« Laissez-moi réfléchir. Peut-être il y a 3 jours. »« Oui, c'était vendredi dernier. Elle est venue avec un monsieur plus âgé, son mari, je crois. Tous les deux semblaient, pas en très bon état. Que leur avez-vous donné ? Des pommes, des bananes très mûres, quelques tomates. La dame m'a remercié comme si je lui avais donné de l'or. Ça m'a brisé le cœur. Savez-vous où ils sont allés après ? » La vendeuse secoua la tête. « Non, désolé, mais parfois je vois des gens qui vivent dans la rue se rassembler près du vieux pont, celui à côté de la rivière. Il paraît qu'il y a moins de problèmes avec la police là-bas. »« Merci, merci, » dit Lucia presque en courant vers la direction indiquée. Le vieux pont était à environ 20 minutes à pied. C'était une structure en béton remplacée par un nouveau pont il y a des années, mais jamais démoli. Maintenant, il servait surtout d'abri pour sans-abri. Lucia connaissait cet endroit, mais elle ne l'avait jamais vraiment considéré, jusqu'à maintenant. Arrivée au pont, elle vit un groupe de personnes autour d'un baril en métal où brûlait un feu. Les flammes éclairaient des visages fatigués, usés de ceux que la vie avait durement frappés. Il y avait des hommes, des femmes, certains avec de jeunes enfants. Tous se tournèrent vers Lucia avec des regards méfiants. « Excusez-moi, » dit Lucia à distance respectueuse. « Je cherche mes parents, Roberto et Carmen. Ils ont 73 et 71 ans. Quelqu'un les a vus ?» Un homme âgé à la longue barbe grise répondit. « Ici, on ne donne pas d'informations sur les gens, mademoiselle. La plupart d'entre nous sont ici pour qu'on nous laisse tranquilles. »« S'il vous plaît, » implora Lucia, la voix brisée. « Ce sont mes parents. Ils ne méritent pas d'être dans la rue. J'étais à l'étranger à travailler. Je ne savais pas qu'ils étaient dans cet état. S'il vous plaît, si vous les avez vus, dites-le-moi. Je veux juste les ramener à la maison et prendre soin d'eux. » Une jeune femme, probablement de l'âge de Lucia, s'approcha. Son visage était sale, mais ses yeux étaient doux. « Décris-les mieux. Il y a beaucoup de personnes âgées par ici. » Lucia décrivit ses parents avec tous les détails possibles, la légère boiterie de son père à cause d'une vieille blessure, comment sa mère se tressait toujours les cheveux, la façon dont son père fredonnait de vieilles chansons quand il était nerveux. La femme acquiesça lentement. « Je crois les avoir vus, mais pas ici. J'ai entendu dire qu'un couple dort parfois derrière l'ancien bureau de poste. C'est plus calme là-bas, moins de monde. »« Où est-ce » demanda Lucia. La femme lui donna les indications. Lucia les remercia et commença à s'éloigner, mais l'homme à la barbe l'appela. « Et, mademoiselle, si ce sont vraiment vos parents, si vous les aimez vraiment, dépêchez-vous. Les nuits deviennent plus froides. Les personnes âgées ne durent pas longtemps dehors. » Les mots étaient comme un poignard, mais Lucia savait qu'ils étaient vrais. Elle acquiesça et commença à courir. L'ancien bureau de poste se trouvait dans le vieux quartier de la ville, une zone en déclin depuis des années. C'était autrefois un beau bâtiment, avec de grandes colonnes et de grandes fenêtres, mais maintenant en ruine, vitres brisées et murs couverts de graffitis. Lucia fit le tour du bâtiment jusqu'à l'arrière. Il était presque minuit, et seules les lumières des réverbères lointains et de la lune brillaient faiblement.
Au début, elle ne vit rien, juste des ombres et des tas de déchets. Puis, dans un coin abrité où le vieux toit offrait encore un peu de protection, elle vit du mouvement. Lucia s'avança lentement, le cœur battant si fort qu'elle pensa qu'elle allait s'évanouir. Et puis elle les vit. 2 silhouettes blotties l'une contre l'autre, couvertes de cartons et de vieux tissus. Même de loin, même dans l'obscurité, Lucia les reconnut, sa mère se blottissant contre son père pour chercher de la chaleur, son père la protégeant de son bras même endormi. « Maman !» chuchota Lucia, la voix brisée. « Papa ?» Les figures ne bougèrent pas. Lucia fit quelques pas de plus et put enfin les voir clairement. Sa mère, Doña Carmen, avait les cheveux gris et sales, étalés sur un carton servant d'oreiller. Son visage autrefois plein et joyeux était émacié. Les pommettes saillaient, les joues creuses. Même endormi, l'expression était de souffrance. Son père, Don Roberto, semblait encore pire. Toujours robuste autrefois, maintenant affaissé comme si la vie elle-même avait été aspirée de lui. Ses mains, fortes et capables autrefois, étaient osseuses et tremblantes même en dormant. Il portait des vêtements qui n'étaient clairement pas à eux, dont on trouvaille dans les poubelles, trop gros ou trop petits, tachés et déchirés. Les chaussures de son père étaient attachées avec des cordes, sa mère portait seulement des sandales en plastique, cassées laissant voir ses pieds gonflés et sales. Lucia s'agenouilla devant eux, les larmes coulant si vite qu'elle ne les voyait presque pas. Elle tendit une main tremblante et toucha doucement l'épaule de sa mère. « Maman !» dit-elle à nouveau, à peine un souffle. « C'est moi, Lucia. » Sa mère sursauta, les yeux grands ouverts, remplis de peur. Pendant un instant, elle ne reconnut pas Lucia. Elle recula, réveillant son mari dans le processus. « N'ayez pas peur, » dit Lucia rapidement, allumant la lampe torche de son téléphone et la pointant vers son propre visage pour qu'il la voie clairement. « C'est moi, maman. Lucia, ta fille. Je suis revenu. » Les yeux de Doña Carmen se fixèrent sur le visage de Lucia. Long moment agonisant. Pas de reconnaissance. Puis quelque chose changea. Les yeux de sa mère se remplirent de larmes et sa bouche s'ouvrit dans un cri silencieux. « Ma Lucia » murmura-t-elle. « Oui, maman, c'est moi. Je suis revenu. Pour vous. » Don Roberto était maintenant réveillé, regardant Lucia comme un fantôme, incapable de croire ce que ses yeux voyaient. « Ma fille » murmura-t-il, la voix tremblante. « Ma petite » Lucia se jeta sur eux, les serrant si fort que tous trois faillirent tomber. Elle pouvait sentir leurs os à travers les vêtements trop fins, sentir l'odeur âcre de jours sans bain, mais rien n'importait. Rien, sauf qu'elle les avait trouvés, qu'ils étaient vivants, qu'elle était avec eux. « Je suis désolé » plaira Lucia contre l'épaule de sa mère. « Je suis tellement désolé. J'aurais dû être là. J'aurais dû vous protéger. »« Non, non, ma petite » sanglotait sa mère en lui caressant les cheveux tremblants. « Ce n'est pas ta faute. Tu ne savais rien, je sais tout. » Lucia se détacha légèrement pour pouvoir les regarder dans les yeux. « Doña Béatrice m'a tout raconté. Andrés m'a menti, et je vous ai cherché, toute l'après-midi et toute la nuit. »« Tu n'aurais pas dû nous chercher, » dit son père, honteux, détournant le regard. « Tu ne devrais pas nous voir ainsi. Nous sommes une honte, n'est-ce pas ?» Lucia, avec force, prit le visage de son père entre ses mains et le força à la regarder. « Vous ne serez jamais une honte pour moi. Jamais. La honte, c'est pour Andrés et pour ce qu'il vous a fait. Mais maintenant, je suis là, et je vais arranger ça. Je vais prendre soin de vous comme vous avez pris soin de moi toute ma vie. » « Mais Lucia, comment ça sa mère, ta vie au Canada, ton travail ?»« Rien au Canada n'est plus important que vous, » interrompit Lucia. « Écoutez-moi bien. Nous allons sortir d'ici. Je vais vous emmener dans un hôtel, vous pourrez vous laver, manger quelque chose de chaud, dormir dans un vrai lit, et demain nous irons à l'hôpital pour un examen. Ensuite, nous trouverons un vrai chez nous. »« Nous n'avons pas d'argent, » dit son père d'une voix brisée. « On nous a tout volé, pas même de papier. »« J'ai de l'argent, » assura Lucia, « et nous aurons de nouveaux documents. Tout peut s'arranger. La seule chose qu'on ne peut pas récupérer, c'est le temps perdu, et je ne vais plus perdre une minute. » Elle aida ses parents à se lever. C'était douloureux de voir à quel point il leur était difficile de se tenir debout, leurs genoux craquants, leurs dos voûtés par les nuits passées par terre. Sa mère pouvait à peine marcher avec ses sandales cassées. « Attendez ici un instant, » dit Lucia. Elle courut sur la rue principale, et là un taxi. Le chauffeur la regarda surpris, mais accepta d'attendre. Lucia retourna et aida ses parents à marcher lentement vers le taxi. Le conducteur fronça les sourcils voyant le couple âgé, sale et manifestement sans abri. « Ce sont mes parents, »
dit Lucia avec fermeté, sortant un billet de 100 dollars canadiens. Emmenez-nous au meilleur hôtel de la ville. Ce billet est pour vous si vous nous emmenez sans poser de questions. Le chauffeur regarda le billet, puis Lucia, puis le couple serré l'un contre l'autre. Son expression s'adoucit. Gardez votre argent, mademoiselle. Je vous y conduirai. Montez. Lucia aida ses parents à entrer dans le taxi. Elle s'assit entre eux, les entourant de ses bras. Sa mère touchait constamment son visage comme pour confirmer que Lucia était réelle. « Je n'arrive pas à croire que tu sois là. » répétait Doña Carmen. « Je pensais que nous ne te reverrions jamais. »« Je reviendrai toujours, » dit Lucia, embrassant le front de sa mère. Le trajet jusqu'à l'hôtel fut silencieux, sauf pour les hoquets occasionnels. Le chauffeur les regardait dans le rétroviseur et Lucia pouvait voir des larmes dans ses yeux aussi. Arrivé à l'un des plus beaux hôtels de la ville, le concierge les regarda avec désapprobation évidente. Lucia s'approcha du comptoir, carte de crédit en main, avec une expression qui ne permettait aucune discussion. « J'ai besoin de votre meilleure suite, » dit-elle fermement, avec salle de bain complète, service de chambre toute la nuit, et je veux des vêtements propres immédiatement, taille petite pour madame, taille moyenne pour monsieur, sous-vêtements, pyjama, peignoir, chaussons, tout, et des produits d'hygiène, shampoing, après-shampoing, savon, crème pour la peau, brosse à dents, tout le nécessaire. Le concierge cligna des yeux, clairement surpris par la transformation. D'une jeune fille accompagnant des sans-abri, elle passait à une cliente qui avait manifestement les moyens de dépenser. « Bien sûr, mademoiselle, mais j'aurais besoin de votre pièce d'identité. »« Voici mon passeport, » dit Lucia en le posant sur le comptoir avec sa carte de crédit. « Tout est sur cette carte et, s'il vous plaît, dépêchez-vous avec les vêtements et les produits. C'est urgent. » Pendant que le concierge traitait la réservation, Lucia se tourna vers ses parents, qui attendaient à proximité, semblant petits et perdus dans le luxueux hall de l'hôtel. Elle s'approcha et prit leurs mains. « Tout va bien, » les rassura-t-elle. « Dans quelques minutes, nous serons dans une belle chambre. Vous pourrez prendre un bain chaud autant que vous le voulez. Je vous apporterai de la nourriture chaude, ce que vous voulez manger, et vous dormirez dans de vrais lits avec des draps propres. » Son père commença à plairer ouvertement. « Nous ne méritons pas ça, pas après que vous nous ayez vus fouiller dans les poubelles comme des animaux. »« Papa, écoute-moi, » dit Lucia en prenant son visage entre ses mains, exactement comme il le faisait avec elle quand elle était enfant et avait besoin de comprendre quelque chose d'important. « Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes les personnes les plus fortes, courageuses et aimantes que je connaisse. Vous avez survécu à quelque chose que la plupart des gens n'auraient pas pu survivre. Et maintenant, vous allez guérir et je serai là à chaque étape du chemin. » Le concierge leur apporta les clés. Suite 412. Le groom les accompagnerait. Les vêtements et produits arriveraient dans 15 minutes. La suite était magnifique. Un salon spacieux, 2 chambres avec lit king size, 2 salles de bain complètes et une vue panoramique sur la ville illuminée. Mais ce qui importait le plus, c'était que c'était chaleureux, propre et sûr. Lucia guida ses parents vers la salle de bain principale, immense, avec une baignoire profonde et une douche séparée à multiples pommeaux. « Maman, je vais t'aider à prendre ton bain en premier. »« Oui, papa pourra se laver dans l'autre salle de bain. » Sa mère acquiesça, trop fatiguée et bouleversée pour protester. Lucia remplit la baignoire en ajustant la température jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement tiède, ajouta des sels de bain et du savon liquide, créant une mousse douce et parfumée. Avec une patience infinie, elle aida sa mère à enlever ses couches de vêtements sales. Ce qu'elle vit la fit pleurer en silence. Sa mère, autrefois robuste, était maintenant squelettique, ses côtes visibles, ses bras et jambes couverts de contusions, certaines anciennes et jaunies, d'autres récentes et sombres. Ses pieds étaient enflés et couverts de plaies. « Oh, maman !» murmura Lucia, les larmes roulant sur ses joues. « Ne pleure pas, ma petite, » dit sa mère doucement. « C'est passé, c'est fini. » Mais ce n'était pas fini. Cette douleur, cette souffrance, laisserait des cicatrices peut-être irréparables. Lucia aida sa mère à entrer dans la baignoire. Doña Carmen gémit au contact de l'eau tiède, non de douleur, mais de soulagement. Elle ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai pris un bain chaud, » murmura-t-elle. Dans les toilettes publiques du parc, quand elle pouvait y aller, l'eau était toujours froide et souvent il n'y avait pas de savon. Lucia prit une éponge douce et lava sa mère avec soin, enlevant les couches de saleté, de honte et de douleur. L'eau devint rapidement sombre. Elle la vida et remplit à nouveau la baignoire avec de l'eau propre et tiède, lava les cheveux de sa mère 3 fois avant qu'ils ne soient enfin propres. Plus gris et plus fins qu'elle ne se souvenait. Mais une fois propre et démêlée, Lucia put voir des bribes de la mère qu'elle connaissait.
Raconte-moi ce qui s'est passé, dit Lucia doucement en rinçant les cheveux de sa mère. Raconte-moi tout. Et sa mère, entre sanglots et longues pauses, raconta tout. Comment Andrés avait changé après avoir rencontré Vanessa, comment il les avait progressivement poussés hors de leur propre maison, les restrictions croissantes, la nourriture confisquée, les insultes de Vanessa pendant qu'Andrés ne défendait rien. J'ai essayé de t'appeler tellement de fois, pleura Doña Carmen, mais Andrés m'a pris mon téléphone, disant qu'il devait le vendre pour payer des factures, m'en a donné un basique et contrôlait chaque appel. Chaque fois que j'essayais de t'appeler, il disait qu'il n'y avait pas de crédit, qu'il fallait attendre. Lucia connaissait déjà la réponse. Nous ne l'avons jamais vu, ma fille. Andrés disait qu'il économisait pour nous, pour quand nous en aurions besoin. Mais quand nous en avions vraiment besoin, quand il nous a chassés, il ne nous a rien donné, juste 500 pesos et 2 valises avec de vieux vêtements. Et après, comment ont-ils fini dans la rue? Sa mère raconta le vol, comment un groupe de jeunes leur avait arraché leurs valises dans le parc, ne laissant que les vêtements sur eux. Les tentatives ratées de trouver refuge dans des centres complets, des nuits passées sur des bancs de parc jusqu'à ce que la police les chasse. Nous avons essayé de travailler, dit Doña Carmen. Ton père proposait de réparer des montres, nettoyer n'importe quoi, mais personne ne voulait embaucher des personnes âgées sans papier ni adresse. Alors, ils ont appris à survivre autrement, en fouillant dans les poubelles. Au début, nous mourions de honte, admit sa mère. Nous attendions jusqu'à l'aube, quand personne ne regardait. Mais la faim fait surmonter la honte. Ils apprirent qu'en arrière des restaurants, juste avant l'aube, parfois on jetait de la nourriture encore bonne, pain rassis, fruits meurtris, reste encore comestibles. Pendant que sa mère parlait, Lucia termina de la laver, l'aida à sortir de la baignoire, l'enveloppa dans une serviette douce et l'essuya avec soin, surtout autour des plaies aux pieds. On frappa à la porte. C'était le room service avec les vêtements commandés. Remis dans de belles sacs, Lucia aida sa mère à enfiler des sous-vêtements propres, une chemise de nuit en coton doux et un peignoir chaleureux, appliqua de la crème sur ses mains et pieds, brossa ses cheveux mouillés et les tressa doucement. Quand elle eut terminé, elle accompagna sa mère dans une chambre et l'aida à se glisser dans le lit. Les draps en coton égyptien étaient doux comme de la soie. Sa mère s'enfonça dans le matelas avec un soupir profond. « C'est comme être au paradis », murmura-t-elle, les yeux déjà clos. « Repose-toi, maman. Je vais aider papa maintenant, et ensuite je vous apporterai à manger. » Lucia alla dans l'autre salle de bain, où son père tentait de se laver seul. Elle le trouva assis sur le bord de la baignoire, encore vêtu, pleurant en silence. « Papa, dit-elle doucement en s'agenouillant devant lui, que se passe-t-il? »« Je ne peux pas, sanglota son père. Je ne peux pas enlever mes vêtements devant toi, ma fille. C'est trop humiliant. Je suis un squelette, un échec. Papa, regarde-moi, ordonna Lucia avec fermeté. Tu n'es pas un échec. Tu es mon héros. Tu l'as toujours été. Tu as survécu à l'inimaginable. Tu as protégé maman et maintenant je vais te protéger. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à être vulnérable. Laisse-moi prendre soin de toi comme tu as pris soin de moi toute ma vie. » Avec son aide, elle aida son père à se déshabiller. Son état était aussi mauvais que celui de sa mère, peut-être pire. Chaque côte et vertèbre de sa colonne était visible. Une plaie infectée sur sa jambe nécessitait clairement des soins médicaux. Lucia l'aida à entrer dans la douche, ajustant parfaitement la température, le lava avec soin en évitant les zones sensibles, lui parlant doucement de son travail au Canada, des beautés des chutes du Niagara gelées en hiver. « Un jour, je vous emmènerai voir le Canada, » promit-elle en rinçant ses cheveux. « Nous verrons les chutes ensemble, les feuilles changer de couleur en automne. Nous ferons tout ce que nous n'avons pas pu faire pendant ces 5 années. » Lorsque son père fut propre et vêtu de vêtements neufs et confortables, Lucia le guida vers la chambre à côté de celle de sa mère, l'aida à se glisser dans le lit et l'enveloppa comme il le faisait avec elle enfant. « Ma fille, » dit son père en lui serrant la main, « tu n'aurais jamais dû nous voir ainsi. »« Vous n'êtes pas tombée, » dit Lucia fermement. « Vous avez été poussée. Il y a eu une différence. Maintenant, je vais vous relever, vous aider à guérir, et nous serons à nouveau une famille. » Elle appela le room service et commanda une soupe de poulet maison, la plus douce possible, avec du pain blanc et du thé à la camomille. Quand la nourriture arriva, elle aida ses parents à s'asseoir dans le lit et leur servit de petites portions, sachant qu'ils ne pourraient pas tout manger après tant de temps le ventre vide. Elle les regarda manger avec un mélange de joie et de tristesse. La façon dont ils savouraient chaque cuillerée, comme si c'était le plat le plus exquis du monde, lui brisait le cœur. Ils avaient été réduits à être reconnaissants pour une simple soupe chaude. Après avoir mangé, ils étaient épuisés. Lucia les couvrit, embrassa leur front et promit d'être juste dans la chambre à côté s'ils avaient besoin d'elle.
Mais avant qu'elle ne puisse partir, sa mère la retint. « Lucia, ma fille, il y a quelque chose que tu dois savoir. »« Quoi, maman? Ton frère ?» commença Doña Carmen, les larmes recommençant à couler. « Avant qu'il nous chasse, je lui ai dit que s'il faisait ça, s'il nous abandonnait ainsi, je ne pourrais jamais lui pardonner. »« Et lui ?» demanda Lucia. « Il m'a regardé avec des yeux que je n'ai pas reconnus. C'était comme un étranger. Il m'a dit, « Je me fiche de ton pardon, je n'ai plus besoin de vous. J'ai une nouvelle vie maintenant. » Lucia ressentit une rage si intense qu'elle dut se contenir pour ne pas crier. « Ne t'inquiète pas pour Andrés maintenant, » dit-elle d'une voix contrôlée. « Je m'en occuperai plus tard. L'important, c'est que vous vous rétablissiez. » Quand ses parents s'endormirent enfin, Lucia s'assit dans le salon de la suite. Il était presque 3 heures du matin. Épuisée physiquement, mais son esprit tournait sans cesse. Elle prit son téléphone et envoya un message à Andrés. « Je les ai trouvés. Je sais tout. N'essaie jamais de me contacter ou de contacter nos parents. Je parlerai à un avocat. » Ensuite, elle appela son superviseur au Canada. Il était au là-bas, mais cela ne pouvait pas attendre. Le superviseur répondit, surpris. « Tout va bien? »« Non, Marc, rien ne va. Je dois prendre un congé indéfini. C'est une urgence familiale. » Elle lui expliqua brièvement la situation. Marc, qui avait lui-même des parents âgés, comprit immédiatement. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Ta position t'attendra quand tu seras prête à revenir. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, ressources, contacts ici qui peuvent t'aider, n'importe quoi, dis-le-moi. »« Merci, Marc, ça compte beaucoup. » Ensuite, elle passa les heures suivantes à enquêter sur son téléphone. Elle rechercha les meilleurs médecins gériatriques de la ville, des avocats spécialisés en droit familial, des travailleurs sociaux, toutes les ressources pouvant aider ses parents. Elle fit des listes, prit des notes, planifia chaque étape. À l'aube, l'épuisement la vainquit enfin. Elle s'endormit sur le canapé de la suite, téléphone encore en main, entourée de notes et de plans pour reconstruire la vie de ses parents. Quelques heures plus tard, elle se réveilla au son de mouvements dans l'une des chambres. Elle se leva rapidement et trouva sa mère réveillée, assise sur le lit, regardant par la fenêtre avec une expression d'émerveillement. « Maman, comment te sens-tu » ? Comme si c'était un rêve, répondit doucement sa mère. J'ai dû toucher les draps, sentir à quel point ils sont doux pour me convaincre que c'était réel. Lucia s'assit à côté d'elle et la serra dans ses bras. « C'est réel, maman. Tout ceci est réel et ça ne fera que s'améliorer à partir de maintenant. » Elle commanda un petit déjeuner copieux, œufs brouillés, pain grillé, fruits frais, yaourt, jus d'orange fraîchement pressé, café. Quand son père se réveilla, ils prirent tous les trois le petit déjeuner ensemble à la petite table de la suite. C'était le premier repas familial qu'ils partageaient depuis des années. Et bien qu'il y ait de la douleur dans chaque conversation, il y avait aussi de l'amour et de l'espoir. Après le petit déjeuner, Lucia passa plusieurs appels. Elle contacta d'abord un médecin gériatrique qui accepta de les voir ce même après-midi. Ensuite, elle appela un avocat pour discuter des options légales concernant la maison et l'argent volé. « Je veux poursuivre mon frère » dit-elle au téléphone. « Je veux récupérer la maison de mes parents. Je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait. »« Je comprends votre frustration » répondit calmement l'avocat. « Mais je dois vous avertir. Ces cas peuvent être compliqués. Si la maison est légalement au nom de votre frère, la récupérer peut être difficile. Mais nous pouvons explorer les options. »« Explorer tout ?» dit Lucia avec détermination. « Peu importe le coût ou le temps que cela prendra, je veux justice. » Cet après-midi-là, elle emmena ses parents au cabinet du médecin. L'homme, d'une 60aine d'années, avait une manière douce et patiente qui mit immédiatement ses parents à l'aise. L'examen fut exhaustif et déchirant. Le médecin diagnostiqua une malnutrition sévère, une déshydratation chronique, une anémie, des escarres, des infections cutanées, des débuts de pneumonie chez son père, une arthrite aggravée chez les deux, de graves problèmes dentaires par manque d'hygiène et une longue liste d'autres affections. Ils auront besoin d'un traitement extensif, dit le médecin à Lucia en privé, physique et psychologique. Ce qu'ils ont vécu est un traumatisme sévère. Le corps doit guérir, mais aussi l'esprit et l'âme. Tout ce qu'il faut, dit Lucia. L'argent n'est pas un problème. Je veux juste qu'ils se rétablissent. Le médecin acquiesça. Il prescrivit médicaments et compléments, recommanda fortement une thérapie psychologique pour les deux et une alimentation spécifique pour une prise de poids saine. Lucia prit toutes les prescriptions et recommandations, nota chaque détail. Il allait à la pharmacie et elle acheta chaque médicament et complément.
Puis elle les emmena dans un magasin de vêtements et acheta tout ce dont ils avaient besoin. Habits confortables, chaussures adaptées, manteaux pour le froid à venir. Ses parents protestaient à chaque achat. « C'est trop » disait sa mère. « Jamais trop quand il s'agit de vous » répondait Lucia. « Vous avez passé toute votre vie à prendre soin de moi. Maintenant, c'est mon tour. » Après plusieurs jours à l'hôtel, Lucia trouva un appartement parfait. 2 chambres, dans un bel immeuble d'un quartier calme, lumineux, avec une grande cuisine pour que sa mère puisse cuisiner à nouveau, proche des parcs et des commerces. Elle le loua immédiatement et commença à l'aménager. Elle choisit des meubles et objets pratiques et confortables, des rideaux aux couleurs préférées de sa mère, un fauteuil relax pour son père, des photos de famille récupérées auprès d'amis et voisins. Le jour où elle emmena ses parents dans l'appartement, ils pleurèrent tous les deux. « C'est parfait », répétait sa mère, touchant chaque objet comme si elle ne pouvait pas croire que c'était réel. « C'est plus que ce dont nous avions rêvé. »« Vous le méritez », dit simplement Lucia. « Vous méritez ça et bien plus. » Au fil des semaines, Lucia établit une routine. Chaque matin, elle aidait ses parents avec leurs médicaments et exercices de physiothérapie, préparait des repas nutritifs selon le plan du médecin, les accompagnait aux rendez-vous médicaux, à la thérapie et à de courtes promenades pour retrouver leur force. Lentement, très lentement, des changements apparurent. Sa mère reprit du poids et de la couleur dans les joues. Son père marchait plus droit, avec plus de confiance. Tous deux commençaient à sourire davantage, à plaisanter, à se souvenir de qui ils étaient avant que tout ne s'effondre. Mais la route vers la guérison n'était pas linéaire. Certaines nuits, sa mère se réveillait en hurlant, revivant le traumatisme de la rue. Des jours où son père ne pouvait sortir du lit, submergé par la dépression. Des moments où tous deux pleuraient pendant des heures, libérant des années de douleur accumulées. Dans ces moments, Lucia était là, tenant leurs mains, écoutant leurs histoires, leur assurant qu'ils étaient en sécurité et qu'ils ne seraient plus jamais seuls. La thérapeute, la docteure Martinez, spécialiste du trauma chez les personnes âgées, expliqua à Lucia que ce que ses parents avaient vécu ne se surmonte pas en semaines, ni même en mois. L'abandon par un enfant, la perte de dignité, la lutte pour survivre dans la rue. Ce sont des traumatismes profonds. La guérison prendra du temps. « J'ai tout le temps du monde, » répondit Lucia. « Je ne vais nulle part. » 3 mois après avoir retrouvé ses parents, Lucia reçut un appel de l'avocat. « J'ai des nouvelles ?» dit-il. « Pas entièrement bonnes, mais il y a des avancées. J'ai pu tracer certaines des transactions d'argent que vous envoyiez. Nous avons des preuves que votre frère a reçu l'argent mais ne l'a pas utilisé pour le soin de ses parents comme prévu. C'est suffisant pour poursuivre. C'est un début, mais il y a plus. J'ai parlé à plusieurs voisins prêts à témoigner de l'abus et de l'abandon. J'ai aussi découvert que votre frère a vendu plusieurs meubles et objets qui appartenaient légalement à vos parents. Et la maison ? L'avocat soupira. La maison est compliquée. Elle est légalement au nom de votre frère depuis des années. Mais il y a un argument légal. Le transfert a été fait avec l'idée qu'il prendrait soin de ses parents. Son manquement pourrait être la base d'un dossier. Faites ce qu'il faut, dit Lucia. Qu'il paie pour ce qu'il a fait. Je comprends, mais êtes-vous sûr de vouloir continuer? Les affaires familiales peuvent être longues, douloureuses et publiques. Vos parents sont-ils prêts? Lucia réfléchit. Cette nuit-là, elle parla avec ses parents de la demande. Je ne sais pas, dit sa mère, fatiguée. C'est mon fils? Malgré tout, c'est mon fils, un fils qui vous a abandonné, répondit Lucia durement. Un fils qui vous a laissé mourir de faim. Je sais, dit sa mère, les larmes aux yeux. Et je ne sais pas si je pourrai un jour lui pardonner, mais je veux vraiment passer le reste de ma vie à me battre devant les tribunaux. J'ai déjà assez souffert, ma fille. Mais maman, dit Lucia, il doit payer. Il paie déjà, interrompit doucement son père. Crois-moi, Lucia, il paie. Peut-être pas maintenant, peut-être pas visiblement, mais la culpabilité, la honte de ce qu'il a fait le poursuivra toute sa vie. Comment peuvent-ils être si compréhensifs après tout? Demanda Lucia, frustrée. Ce n'est pas de la compassion, dit sa mère. C'est de la survie. Nous avons déjà tant perdu, ma fille. Je ne veux plus perdre de temps, d'énergie, de paix en cherchant vengeance. Ce qu'il a fait est impardonnable. Oui, mais si je continue à me concentrer là-dessus, il continuera à contrôler ma vie et je ne lui donnerai pas ce pouvoir. Lucia a compris, bien que cela ne lui plaisait pas. Elle appela l'avocat le lendemain. Arrêtez la demande, mais je veux documenter tout ce qui s'est passé au cas où il changerait d'avis un jour. Entendu. Je préparai un dossier complet avec toutes les preuves. Au fil des mois, la vie reprit une nouvelle normalité.
Lucia continua à travailler comme traductrice freelance depuis chez elle, lui permettant de rester proche de ses parents. Sa mère retrouva sa passion pour la couture et commença à confectionner des couvertures pour un refuge local. Son père, avec son diabète désormais contrôlé et sa santé améliorée, donna des cours gratuits de réparation de montres dans un centre communautaire. « Je veux enseigner un métier qui disparaît aux jeunes, » expliqua-t-il, « et me sentir utile à nouveau. » Lucia les voyait refleurir et son cœur se remplissait de joie. Mais une tristesse persistante demeurait. Parfois, sa mère regardait par la fenêtre, l'air songeur, pensant à Andrés et se demandant comment son fils avait pu devenir si cruel. Un an après avoir retrouvé ses parents, Lucia faisait ses courses au marché lorsqu'elle entendit une voix familière. Elle se retourna et vit Vanessa. Elle semblait différente, plus mince, avec des vêtements moins élégants qu'avant. Sans le maquillage excessif, elle paraissait plus jeune, mais aussi plus fatiguée. « Vanessa », dit Lucia froidement. « J'ai besoin de te parler », dit Vanessa, la voix vacillante. « Je n'ai rien à te dire », répondit Lucia. « je sais, mais s'il te plaît, juste 5 minutes. » Lucia regarda la femme qui avait aidé à détruire sa famille. Une partie d'elle voulait simplement partir, mais une autre partie, celle formée pour observer au-delà de la colère, vit quelque chose dans les yeux de Vanessa. Peut-être du regret, ou au moins quelque chose qui y ressemblait. « 5 minutes, dit Lucia, mais ici, en public. » Elles s'assirent sur un banc près du marché. Vanessa se tortillait les mains, nerveuse. « Et Andrés et moi, on a rompu. Commença-t-elle, il y a environ 3 mois. Les choses ont très mal tourné après ton départ. »« Je m'en fiche, dit Lucia froidement. Je sais. Je ne m'attendais pas à ce que ça t'importe, mais il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose que je dois dire, même si c'est juste pour ma propre conscience. » Lucia resta silencieuse, attendant. « J'ai provoqué beaucoup de ce qui s'est passé, » admit Vanessa, les larmes commençant à couler. « J'ai convaincu Andrés que ses parents étaient un fardeau. J'ai suggéré qu'on les mette dehors. J'ai dépensé l'argent que tu envoyais dans des choses futiles, et je vis avec cette culpabilité chaque jour depuis. Et tu crois qu'un simple pardon va arranger les choses? » « Non, » dit Vanessa en secouant la tête. « Je sais qu'il n'y a rien qui puisse réparer ce que j'ai fait, mais j'avais besoin que tu saches qu'après ton départ, après avoir vu comment tu cherchais désespérément tes parents, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai commencé à voir ce que j'avais vraiment fait. » « Un peu tard pour cette révélation, » rétorqua Lucia. « Je sais. Crois-moi, je sais. J'ai quitté Andrés quand j'ai réalisé que non seulement j'avais détruit sa relation avec ses parents, mais que moi-même j'étais devenu un monstre. Je suis en thérapie maintenant pour comprendre pourquoi j'ai été si cruel. Ton voyage d'introspection ne m'intéresse pas. Je ne m'attendais pas à ce que ça t'intéresse. » Vanessa essuya ses larmes. « Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Je sais que c'est insuffisant. Je sais que c'est trop tard, mais je suis désolé plus que les mots ne peuvent l'exprimer. » Lucia la regarda fixement. Une partie d'elle voulait crier, lui dire tout le mal qu'elle avait causé. Mais une autre partie, celle qui avait appris de ses parents le pardon et le lâcher-prise, était simplement fatiguée. « Je ne te pardonne pas, » dit-elle finalement, « et probablement jamais je ne le ferai, mais j'apprécie que tu aies eu le courage de me dire cela. Maintenant, s'il te plaît, ne t'approche plus de moi ni de mes parents. » Vanessa hocha la tête et se leva. « Je comprends. Dis juste à tes parents, si un jour tu peux, que je suis désolé. Je n'attends pas leur pardon non plus, mais je voulais qu'ils le sachent. » Lucia ne répondit pas. Elle se leva simplement et partit, laissant Vanessa seule sur le banc. Cette nuit-là, alors qu'elle dînait avec ses parents, Lucia leur raconta la rencontre. Sa mère écouta en silence, les mains immobiles sur son assiette. « Que ressens-tu » demanda enfin Lucia. « Je ne sais pas » admit sa mère. « Une partie de moi ressent. Je ne sais pas si c'est du soulagement exactement. Peut-être juste de la reconnaissance. Reconnaissance que les gens peuvent changer, se repentir. La pardonnerais-tu ? » « Je ne sais pas, » répéta sa mère. « Le pardon est un processus, pas un moment. Peut-être un jour, peut-être pas, mais au moins savoir qu'elle reconnaît ce qu'elle a fait. C'est quelque chose. » Le temps passa. 2 ans après avoir retrouvé ses parents, Lucia les emmena en voyage. Ils rêvaient de voir la côte, l'océan. Elle loua donc une petite maison près de la plage pour une semaine. Voir ses parents marcher sur le sable, les vagues léchant leurs pieds, rire comme des enfants, fut l'un des plus beaux moments de la vie de Lucia. Sa mère ramassait des coquillages tandis que son père lui racontait des histoires de sa jeunesse au port. Une nuit, assis sur la terrasse au coucher du soleil, son père parla. « Lucia, ma fille, je dois te dire quelque chose. »« Quoi, papa ?»« Merci.
dit-il simplement, sa voix chargée d'émotion. Merci de ne pas nous avoir abandonnés. Merci de nous avoir cherchés. Merci de nous avoir sauvés. Papa, vous n'avez pas à me remercier. Si, nous devons, interrompit sa mère en prenant la main de Lucia. Tu nous as sauvés, Lucia, pas seulement physiquement, mais dans tous les sens. Tu nous as rendu notre dignité, notre humanité. Tu nous as montré que nous avions encore de la valeur, que nous étions encore aimés. Les trois pleurèrent ensemble tandis que le soleil se couchait sur l'océan, peignant le ciel de rouge, orange et pourpre. Lucia ne retourna jamais au Canada de façon permanente. Elle décida que sa place était ici, avec ses parents, les aidant à vivre leurs années restantes avec dignité et amour. Elle créa sa propre entreprise de traduction, travaillant avec des clients du monde entier depuis son bureau à la maison. Elle gagnait suffisamment pour que les trois vivent confortablement. Quant à Andrés, Lucia le revit une seule fois. 3 ans après avoir retrouvé ses parents, par hasard, au supermarché. Il avait l'air décharné, plus vieux que son âge réel. Quand leurs yeux se croisèrent, Andrés ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais Lucia se tourna simplement et partit. Il n'avait rien à lui dire. Il avait fait son choix et vivait maintenant avec ses conséquences. Ses parents vécurent 7 ans de plus après avoir été retrouvés par Lucia. Cette année remplie d'amour, de rire, de petites aventures et de beaucoup de guérisons. Quand son père mourut paisiblement dans son sommeil à 80 ans, ce fut dans son propre lit, entouré d'amour, sa femme et sa fille lui tenant les mains. « Merci de m'avoir donné ces années », murmura-t-il à Lucia juste avant de fermer les yeux pour la dernière fois. « Merci de m'avoir montré que le vrai amour ne abandonne jamais. » Sa mère vécut 2 ans de plus. Dans son dernier jour, avec Lucia assise à son chevet, elle dit « Ma fille, je veux que tu saches quelque chose. J'ai pardonné à ton frère. »« Quoi ?» Lucia fut surprise. « Pas pour lui, » clarifia sa mère. « Pour moi. J'ai porté cette douleur si longtemps, mais maintenant, à la fin, j'ai compris que pardonner ne signifie pas dire que ce qu'il a fait était bien. Cela signifie simplement laisser tomber le poids, ne plus permettre à sa trahison de définir mes derniers instants. « Je t'aime, maman, » dit Lucia en pleurant. « Et je t'aime, ma fille, mon ange sauveur. Maintenant, promets-moi quelque chose, n'importe quoi. Promets que tu vivras pleinement, que tu trouveras l'amour, que tu auras ta propre famille si tu le souhaites, que tu ne gaspilleras pas ta vie à regretter le temps passé. Promets-moi que tu seras heureuse. »« Je te le promets, maman. » Sa mère sourit, ferma les yeux et partit en paix. Lucia pleura sa perte, mais célébra aussi sa vie. Elle célébra le fait que ses parents n'étaient pas morts seuls dans une ruelle froide, mais entourés d'amour dans un foyer chaleureux. Des années plus tard, Lucia se maria avec un homme bon nommé Daniel, un professeur qu'elle avait rencontré au centre communautaire où son père enseignait. Ils eurent 2 enfants à qui ils racontaient des histoires sur leurs grands-parents, leur force et l'amour inébranlable qui les avaient maintenus en vie, même dans les moments les plus sombres. Et parfois, quand Lucia passait par la ruelle où elle avait trouvé ses parents fouillant dans les poubelles, elle s'arrêtait, pas par douleur, mais pour se souvenir, pour se rappeler que chaque personne que l'on croise dans la rue a une histoire, pour se rappeler que l'amour a le pouvoir de sauver des vies, pour se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir sur la valeur de la famille et le pouvoir de l'amour inconditionnel, aime cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de l'importance de prendre soin de nos proches. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir d'autres histoires inspirantes. Raconte-nous en commentaire ce que tu ferais à la place de Lucia. As-tu dû prendre soin de tes parents âgés? Connais-tu quelqu'un qui a vécu une situation similaire? Tes histoires comptent et nous aimerions les lire. Et maintenant, nous t'invitons à regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, une autre histoire émouvante sur l'amour familial que tu ne voudras pas manquer. Merci de nous avoir accompagnés et de toujours te souvenir que le vrai amour ne abandonne jamais, ne renonce jamais et trouve toujours le chemin du retour à la maison.